Alors, désormais, on va étudier les limites de l'analyse néoclassique en se basant sur un certain nombre de points. Le premier point consiste à critiquer les hypothèses sur lesquelles se basent les néoclassiques, hypothèses qui, dans la réalité, ne se vérifient que très rarement. Voilà. Alors, les néoclassiques évoquent le fait que si le marché est libre, si l'État n'intervient pas, on pourra se diriger vers une situation optimale, une situation d'équilibre, mais cela suppose une forte concurrence sur le marché. Pour préciser cette pensée, ils évoquent que pour qu'il y ait une forte concurrence, ils parlent également de concurrence pure et parfaite, eh bien pour qu'il y ait cette concurrence pure et parfaite, il faut qu'il y ait un certain nombre d'hypothèses qui soient vérifiées. Parmi ces hypothèses, on a par exemple l'hypothèse d'atomicité. L'hypothèse d'atomicité suppose qu'il y a un très grand nombre d'offreurs et de demandeurs sur le marché. Comme ça, il n'y a aucun offreur ou aucun demandeur qui est en position de force. D'accord ? Les offreurs et les demandeurs se font concurrence. Sur le marché du travail, cela suppose par exemple qu'il y a beaucoup de salariés et beaucoup d'employeurs. Okay. Autre hypothèse, les néoclassiques évoquent le fait qu'il faut qu'il y ait sur un marché une homogénéité. Homogénéité de ce qui est échangé, du produit échangé. D'accord ? Ce qui signifie par exemple qu'il n'y a aucun produit échangé, qui a une valeur supérieure aux autres. Okay ? Les biens ont une valeur similaire. Enfin, autre hypothèse que l'on peut avancer, les néoclassiques évoquent le fait qu'il faut qu'il y ait une transparence sur le marché, une transparence en termes d'information. L'information doit être accessible à tout le monde, aux offreurs comme aux demandeurs, et être complète. Sur le marché du travail, ça signifie par exemple que les salariés puissent avoir connaissance des caractéristiques des postes facilement, et a contrario, ça signifie que les employeurs doivent pouvoir avoir accès aux informations concernant les salariés, aux informations concernant, par exemple, leur niveau de productivité. Néanmoins, toutes ces hypothèses sur lesquelles se basent les néoclassiques, eh bien, on observe que dans la réalité, elles ne fonctionnent pas ainsi. C'est le cas pour l'hypothèse de transparence. La transparence, concrètement, pose problème sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que les employeurs n'ont pas connaissance du niveau de productivité du salarié. Avant de l'embaucher, par exemple, ils ne connaissent pas ce que pourra proposer le futur employé en termes de productivité. Mais également, autre problème, une fois qu'ils ont embauché quelqu'un, les employeurs ne savent pas si le salarié donne le maximum en termes de productivité. Alors, cette situation problématique va pousser les employeurs à proposer ce que l'on appelle un salaire d'efficience sur le marché du travail. Ce salaire d'efficience, c'est un salaire assez élevé, plus élevé que le niveau d'équilibre, ce qui va créer une situation problématique, une situation d'excédent, car il y aura plus d'offreurs que de demandeurs, plus de salariés souhaitant travailler que d'entreprises souhaitant embaucher, et donc du chômage. Pourquoi proposer ce salaire d'efficience ? Eh bien, certains auteurs nous disent que les employeurs vont chercher à maximiser l'effort des salariés en leur proposant un salaire élevé. L'idée est la suivante, le salarié sait qu'il est bien rémunéré et va donner le maximum de lui-même afin de ne pas perdre l'emploi. De la même façon, avant même qu'il soit embauché, le futur salarié va se voir proposer un salaire élevé. L'idée étant que les individus qui sont peu productifs ne se présentent pas à l'entretien. Pourquoi ? Parce qu'ils vont considérer qu'un tel niveau de salaire ne correspond pas à leur faible niveau de productivité.
Voilà, l'idée étant, pour ce salaire, il ne peut pas y avoir de job pour quelqu'un comme moi. Enfin, autre point, on constate bien que l'homogénéité n'est pas de mise sur le marché du travail, puisque, et ce depuis les années 80, voilà, surtout, le marché du travail est caractérisé aujourd'hui par une certaine dualité. Certains parlent même de segmentation du marché du travail. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a pu observer depuis les années 80 la division entre un marché primaire et un marché secondaire du travail. Sur le marché primaire, on a des individus qui ont une certaine stabilité de l'emploi, c'est-à-dire un CDI à temps plein, des individus qui ont un niveau de salaire plutôt élevé car possédant un capital humain assez élevé, un niveau de qualification par exemple élevé. De même, ces individus sont protégés par des organisations syndicales et ils évoluent également à l'ancienneté, leur salaire progressant au fil de l'expérience. À côté de cela, on a un marché secondaire caractérisé par une certaine précarité. Des contrats de type CDD, temps partiel, intérim. De même, ces individus sont peu rémunérés. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu, voire pas qualifiés. Ces individus, de la même façon, ont des conditions de travail assez difficiles et ils ne sont pas protégés par des organisations syndicales. Rappelons que le fait d'être dans une situation économiquement parlant précaire ne permet pas de s'engager auprès d'une organisation syndicale. Pourquoi? Parce que très souvent, la crainte de représailles, par exemple de non-renouvellement de contrat, dissuade de s'engager syndicalement. Autre limite de l'analyse néoclassique, on va observer désormais que dans des pays comme la France, le niveau de fixation des salaires dépend d'autre chose que de la simple confrontation entre l'offre et la demande. Premier élément, on va évoquer le cas des accords d'entreprise. Les accords d'entreprise sont importants concernant la fixation des salaires. Il s'agit tout simplement de textes qui sont négociés puis signés entre les représentants du personnel et les représentants de la direction. Autre élément rentrant en jeu dans la fixation des salaires, il s'agit des conventions collectives. Ces conventions collectives sont des accords entre les partenaires sociaux, des accords qui concernent le salaire, la condition de travail ou également la formation continue. Rappelons que les partenaires sociaux sont constitués à la fois des représentants des syndicats de salariés et des représentants des organisations patronales. Autre élément, on trouve en France une place importante dédiée aux négociations salariales. Les négociations salariales, depuis la loi Auroux de 1982, sont obligatoires une fois par an et sont dédiées à des choses comme le salaire, le temps de travail ou encore le partage de la valeur ajoutée. Enfin, dernier élément rentrant en compte dans la fixation des salaires, c'est l'intervention de l'État. L'État intervient en fixant, par exemple en France, mais également dans d'autres pays, un salaire minimum, c'est-à-dire un salaire horaire en dessous duquel l'employeur ne peut pas payer un salarié. Toutes ces réglementations, c'est-à-dire le salaire minimum, les négociations salariales ou encore les conventions collectives, sont fortement critiquées par certains auteurs qu'on nomme libéraux. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent un marché libre. Ces auteurs évoquent le fait que toutes ces réglementations vont empêcher le marché de se réajuster automatiquement. Par exemple, le salaire minimum, mais également des conventions collectives, peuvent imposer un niveau de salaire qui soit supérieur à l'équilibre. Et si cela survient, il va y avoir une situation problématique d'excédent. C'est-à-dire que le salaire élevé va provoquer une forte offre de travail de la part
des salariés, mais une faible demande de travail de la part des employeurs. Par conséquent, tous les salariés ne vont pas trouver d'emploi et une partie sera au chômage. Chômage que les économistes libéraux nomment structurel. Pourquoi ? Parce que ce chômage est lié directement aux structures de marché, aux rigidités qui ont été imposées par l'État, par les organisations syndicales, etc., qui sont critiquées pour la doctrine de ces auteurs. Autre point, les négociations salariales également sont évoquées par ces auteurs comme étant responsables d'une partie du chômage. Pourquoi ? Pour ce faire, prenons appui sur la théorie d'auteurs qui se nomment Lindbeck et Snauer, qui nomment leur théorie insider-outsider et qui distinguent deux types d'individus. D'un côté, les individus qui sont présents sur le marché du travail et qui vont, dans les négociations salariales, chercher à protéger leurs intérêts, c'est-à-dire à obtenir une augmentation des salaires. Et d'un autre côté, les outsiders, c'est-à-dire les individus qui ne sont pas sur le marché du travail, qui sont au chômage. Eh bien, Lindbeck et Snauer nous expliquent que les insiders, cherchant à protéger leurs intérêts, vont obtenir un niveau de salaire important, un niveau de salaire supérieur au niveau de l'équilibre, ce qui est dommageable pour les outsiders, car les outsiders auraient pu obtenir un emploi si le niveau de salaire avait été inférieur à ce qu'il est du fait des négociations salariales. Donc, en effet, rappelez-vous bien, c'est bien lorsqu'il y a une baisse du niveau de salaire que la demande de travail augmente.